Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un épisode de questions-réponses sur le métier d'ingénieur pédagogique. Alors l'épisode va être assez court, mais je tenais à te le partager parce que je l'avais pas forcément prévu initialement. Mais sur LinkedIn, il y a pas mal de personnes depuis un long moment qui me posent des questions, qui veulent devenir ingénieur pédagogique, et qui me demandent un petit peu comment est-ce que ça se passe du coup dans le quotidien d'un ingénieur pédagogique. Et dernièrement, une personne du coup m'a contactée avec une liste de questions qui en fait, je me rends compte, il y a certaines questions qui reviennent pas mal dans les questions qu'on peut me poser sur le métier. Et puis j'ai trouvé aussi ces questions très pertinentes, enfin ça m'a même fait réfléchir du coup sur les différentes questions qu'elle a pu me poser. Donc je me suis dit que ça pourrait être pertinent que je te les partage aujourd'hui, que je te partage à la fois ces questions et les réponses que je lui ai données. Et puis je me suis dit que ça servirait peut-être à d'autres personnes aussi, des personnes qui se posent la question et qui découvriraient le podcast pour le coup. Alors je t'annonce directement qu'il n'y a pas vraiment de structure dans mes réponses, elle m'a envoyé une liste de questions, je lui ai répondu à l'écrit sur LinkedIn, donc là je vais reprendre ce que je lui ai dit à l'écrit, je vais juste te le dire à l'oral, j'ai pas retravaillé mes réponses pour le coup, et puis je te réponds, je réponds aux questions du coup comme de la façon dont je lui ai répondu, sachant que des fois j'ai pas toujours les réponses, mais bon ça te donnera peut-être du coup en tout cas mon retour d'expérience par rapport à ce métier. Et puis surtout, n'hésite pas à aller échanger avec d'autres ingénieurs pédagogiques parce que je suis sûre que leurs réponses vont être hyper différentes. Et justement, c'est ce qui fait la richesse de notre métier. Sa première question, c'était en quoi consiste une semaine type en tant qu'ingénieur pédagogique. Alors du coup, ma réponse, c'était que j'allais me baser sur mon expérience de salarié parce que il me semblait que c'était son projet de devenir salarié, donc comme c'est différent du côté des freelances, et d'ailleurs c'est différent pour chaque freelance, je voulais pas partir sur ce sujet-là. Donc du coup sur mon expérience de salarié, parce que je l'ai été pendant 3 ans avant de me lancer à mon compte, du coup ce que je lui ai répondu, c'est que déjà il fallait savoir que tout le monde n'était pas d'accord sur le nom de métier, le nom de poste. Selon les entreprises, tu peux te retrouver avec des missions totalement différentes pour un même titre, et parfois avec des tâches qui ne devraient pas trop être là. Je vois souvent, certainement toi aussi, des offres d'emploi où en fait on te demande de maîtriser au moins 4 métiers en même temps, 4 métiers très très différents, qui demandent tous un temps d'apprentissage important. Mais voilà, les annonces sont faites comme ça. C'est vrai que le nom de poste ne définit pas forcément ce que tu vas faire derrière, en tout cas pas encore. Ensuite, selon la taille de la structure, et puis son activité, une semaine type, c'est pas la même. Donc je lui avais donné 2 exemples par rapport à ça, donc issus forcément de mon expérience à moi. Quand j'ai commencé en digital learning, je travaillais dans un grand groupe bancaire. Je participais à la sensibilisation aux outils digitaux du service, donc c'était pas forcément que digital learning, mais c'était vraiment sensibilisation aux outils digitaux. Je travaillais au développement de la culture d'apprentissage dans cette entreprise, parce que ça faisait un moment qu'elle avait mis en place le digital learning, mais du coup elle travaillait sur la partie culture d'apprentissage, c'était important pour dans leur stratégie. Je faisais beaucoup de benchmark sur les différents outils, que ce soit mobile learning, que ce soit LMS, les différents outils dont on pouvait avoir besoin, même les catalogues de formation, ceux qui sont sur étagère par exemple. Je gérais les prestataires, parce que cette entreprise-là, elle travaillait avec différentes agences e-learning, donc je m'occupais de faire... j'étais l'interlocutrice en fait entre les experts métiers, les services concernés par les formations, et puis les prestataires externes. J'étais vraiment la référente projet, du coup, entre les deux. J'avais beaucoup de réunions sur tous ces sujets-là, et j'avais vraiment moins le temps pour concevoir, même si ça m'arrivait, ou alors je repassais derrière les prestataires justement,
Je revérifiais et tout que tout était ok, mais c'était pas moi forcément qui créais, j'avais pas forcément le temps pour faire ça. Il y a un autre moment, j'ai travaillé dans une structure qui concevait des applications mobiles sur mesure pour la formation. Donc le client, en fait, il venait avec du contenu, des idées, d'objectifs, en fait, hein, on va dire. Et moi, j'avais 3 jours pour imaginer un concept sur la base du contenu de formation, le présenter à l'équipe, dans laquelle je travaillais, et ensuite au client, tout en travaillant avec le graphiste et le développeur de l'application pour que ça réponde à tous les critères et aux différents enjeux du client. Donc là, c'était vraiment timé, pour le coup, ça m'a bien aidé parce que ça m'a permis de voir en 3 jours ce que j'étais capable de faire, et puis d'ailleurs, ça m'a forcé à être capable de sortir un concept en 3 jours, et donc il fallait vraiment imaginer à la fois comment ça pourrait se présenter au niveau de l'architecture de la formation, mais il fallait aussi imaginer comment ça allait être développé. Ça, c'était hyper riche, de pouvoir travailler avec le graphiste et le développeur de l'application, vu que c'était des applications sur mesure. Je suivais le développement du projet, je rédigeais le contenu, je recherchais les images, je m'occupais des tournages vidéo aussi, parce qu'il y avait des acteurs qui jouaient des scénettes dans les vidéos des contenus de formation. Donc là, pas mal de choses à gérer, et pourtant, le poste, il était nommé de la même façon. Donc pour moi, j'ai eu différentes expériences, que ce soit en entreprise, en tant que salarié ou en tant que freelance. Et le poste, il a jamais été le même. Enfin, le nom du poste, en tout cas, n'a jamais été le même. Alors, pour répondre à la question, ça a été assez difficile, pour moi. Parce que, c'est compliqué de donner une réponse complète, sachant que ça dépend vraiment des structures. Son autre question, c'était: quelles sont les compétences, qualités, aptitudes requises pour exercer ce métier? Alors là, c'est mon avis, c'est mon avis pour le coup. Donc là, ce que je lui ai répondu, c'est tout ce qui est connaissance sur la pédagogie, sur les capacités d'apprentissage, autant sur la théorie que sur les outils, la curiosité, la capacité à se remettre en question et à accueillir le feedback, parce que les clients sont pas toujours contents des propositions qu'on peut faire, ou sont pas toujours satisfaits, ou alors il y a des choses à revoir, donc il faut quand même être réceptif à ça, et il faut accepter d'avoir du feedback potentiellement négatif, plus ou moins négatif en tout cas sur ce qu'on a pu produire. La créativité, les bonnes capacités rédactionnelles si on est amené à travailler sur cette partie-là, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font de l'intégration, donc moins, ou pas du tout. Mais si en tout cas on a un ingénieur pédagogique, je pense que c'est important. La rapidité d'exécution aussi. À force, on gagne en expérience, et on est beaucoup plus rapide, mais je pense que c'est quand même une qualité assez essentielle, surtout de nos jours. La gestion de projet, je trouve aussi en tant qu'ingénieur pédagogique. Et je pense qu'il va falloir, je dirais pas qu'aujourd'hui c'est déjà une qualité primordiale, pas une qualité, mais une compétence primordiale de se pencher sur tout ce qui est intelligence artificielle, mais je pense quand même que ça va faire partie des choses sur lesquelles il faudra quand même jeter un œil, rien que pour relier ça à la notion de rapidité d'exécution dont je parle tout à l'heure, et notamment quand on est freelance pour le coup. Ensuite, sa prochaine question, c'était qu'est-ce qui te plaît et qu'est-ce qui t'ennuie le plus dans l'ingénierie pédagogique? Donc cette question, je me l'étais pas posée depuis un moment, notamment parce que j'aime toujours l'ingénierie pédagogique, mais que je suis très très focus depuis plus d'1 an et demi sur la partie coaching et mon accompagnement pour les ingénieurs pédagogiques qui veulent se lancer en freelance ou qui veulent développer leur activité. Donc je m'étais pas forcément repenchée sur ce qui me plaisait, ce qui m'ennuyait le plus, et surtout ce qui m'ennuyait le plus, parce que je le savais très bien à l'époque, on va dire. Mais c'est intéressant de m'y repencher pour voir si j'avais le même avis aujourd'hui. Donc ce qui me plaît le plus pour moi, c'est créer des choses. Créer des choses, ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. Écrire, contribuer à l'apprentissage des autres, apprendre sans cesse, améliorer mes pratiques et celles des entreprises, découvrir de nouveaux sujets, échanger avec les parties prenantes, et contribuer au succès de l'entreprise. Et puis ce que j'aime le moins, c'est quand on ne me donne pas accès aux apprenants. Donc j'imagine que pour toi, il y a plein de moments où t'as pas eu accès à eux. Il y a certains ingénieurs pédagogiques pour qui c'est pas grave, mais en fait pour moi c'est quelque chose qui est très très embêtant. Quand le projet, il me semble être plus pour le commanditaire que pour les apprenants, c'est quelque chose qui arrive aussi, je l'ai vécu, tu l'as certainement vécu si t'es à ton compte, même si t'es pas à ton compte d'ailleurs. C'est quelque chose que j'aime un petit peu moins quand c'est juste pour la personne qui est en face. C'est juste, si elle est contente, c'est bon.
Les temps aussi définis pour une tâche créative, j'ai un peu du mal pour le coup parce que ma créativité n'est pas sur commande. Donc c'est plus compliqué pour moi quand j'ai un timing très très précis pour une tâche créative. Parce qu'en fait, des fois j'y pense le soir, des fois j'y pense à un moment en fait où je suis pas forcément devant le bureau et en fait ça me va mieux comme ça, mais bon des fois il y a des timings qui sont plus serrés donc ça nous demande d'être créatif, mais c'est pas sur quoi je suis la plus à l'aise. C'est dommage aussi que l'évaluation soit pas suffisamment à mon goût prise au sérieux et vraiment suivie. Vraiment, ça c'est quelque chose, je pense que on gagnerait à mieux évaluer les formations pour justement pouvoir du coup les améliorer et puis les rendre plus efficaces. Les modules à effet waouh qui servent à rien, ça c'est ce que j'aime le moins. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à travailler sur ce type de formation, de modules. Voilà, après il y en a, des fois voilà, quand on est à notre compte, il y a des missions qu'on doit apprendre, hein, très clairement. Voilà, mais c'est pas celle qui en tout cas m'anime le plus. Et puis le dernier point que j'aime le moins, c'est certains LMS qui sont hyper embêtants à utiliser et qui sont très limitants. Ça c'est vraiment le truc ça m'embête beaucoup quand je travaille pour des clients et que je me retrouve limité par la plateforme pour une raison ou pour une autre, ou qui sont pas du tout intuitives ou quoi. Bon après ça s'apprend évidemment, mais c'est pas ce que je préfère dans notre domaine. Elle m'a aussi demandé quel était le type de recrutement qui était généralement utilisé. Donc là, moi, ce que je lui ai répondu, c'est que parce que moi, j'ai pas postulé depuis longtemps en fait sur un poste, donc je ne fais pas spécialement de veille sur les offres d'emploi, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué des propositions que j'ai pu avoir ou de ce que j'ai vu, en tout cas, c'était que ça fonctionnait plutôt par le réseau ou par des offres d'emploi, et souvent que quand il y avait une offre d'emploi, il y avait un test pendant l'entretien. Moi, j'en ai fait à l'époque. Et il me semble qu'il y en a encore d'après les retours d'expérience aussi de personnes que je connais pour le coup. Donc j'ai pas pu être hyper précise sur cette question-là. Elle m'a demandé quelle formation était nécessaire pour exercer, pour être employable sur le marché du travail vis-à-vis des employeurs. Donc moi je lui ai répondu qu'il demandait souvent un master du domaine, mais par exemple il y a des formations qui sont très bien réputées quand on a déjà de l'expérience du coup dans le domaine, comme celle de l'ISTF, celle d'Evosim aussi, dont j'entends de plus en plus parler. Là, il y en a une nouvelle qui vient de sortir de l'AFPA, donc je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, ils ont une spécialité éco-conception que je trouve pas forcément abordée ailleurs, donc je pense que ça a le mérite déjà d'exister et puis que ça peut être intéressant de suivre cette formation et de voir ce que ça donne par la suite. Mais en tout cas, la plupart du temps, sur des postes en tout cas de salariés, je trouve qu'ils demandent pas mal un master, voilà pour le coup. Et elle m'a demandé, et j'ai trouvé cette question hyper intéressante, avant de te lancer, quel conseil, avis aurais-tu apprécié recevoir? C'est vrai qu'avant de me lancer, moi j'en ai pas spécialement eu, je connaissais personne sur ce secteur-là. Enfin, je l'ai découvert par une personne, mais elle s'était pas formée, elle avait appris sur le tas. Donc moi j'ai découvert le métier grâce à elle et en plus sur le salon du e-learning. Qui existait du coup à l'époque, mais existe encore. Hein. En fait, je me suis dit que j'aurais bien voulu savoir qu'il me faudrait du temps post-formation pour appréhender les outils. Parce qu'en fait, pendant les formations, on a souvent accès à des outils, mais pendant une très courte durée, et on n'a pas eu le temps en fait de l'exploiter totalement. Donc c'est vrai que ça, j'aurais bien voulu, qu'on m'en parle, voilà, parce que du coup, je l'ai appris sur le tas. Je pensais que les formations suffiraient à maîtriser les outils. Alors peut-être naïvement, mais je le pensais vraiment, pour le coup, et c'est un peu comme ça qu'on me l'avait vendu aussi, donc voilà, j'aurais bien voulu le savoir avant. Ensuite, j'aurais bien voulu en savoir plus sur la veille, sur comment faire, vraiment comment s'organiser dans notre veille, parce que j'avais pas forcément en tête tout ce que ça allait pouvoir impliquer en termes de veille, pour se maintenir à jour, hein, tout simplement sur les outils, sur nos compétences. Et je trouve que c'est souvent laissé de côté. Enfin, moi j'ai fait des petites formations et le diplôme universitaire, donc le CAFEL et le master 2 en ingénierie de formation et usage du numérique dans les organisations de l'université du Mans. Dans ces formations, en fait, on n'a pas abordé la veille comme j'aurais voulu qu'on l'aborde, en tout cas sur le IFUNO un petit peu. Mais c'était vraiment très dans une dimension de recherche, vu que le but de ce master c'était de partir ensuite en doctorat. Donc j'aurais bien voulu avoir plus de billes sur ça pour mieux gérer ma veille, surtout dans les premiers temps, mais en fait même dans les périodes en fait de rush, hein, très clairement.
notamment quand on est freelance, mais même en tant que salarié, j'aurais bien voulu, parce que souvent sur les fiches de poste, je me rendais compte avant, quand je cherchais des postes, enfin des emplois, des CDD, des CDI et tout, qu'il y avait la partie veille, mais en fait quand j'étais sur le poste en question, il y avait plus tout le temps pour la faire. En fait, il y avait tellement de priorités, tellement de choses qui se passaient, qu'en fait ça passait directement à la trappe. Et j'ai trouvé ça dommage. Et en plus, comme j'avais pas la méthode, ça m'aidait pas non plus à... Enfin, j'avais pas deux méthodes, hein, parce que je dis pas qu'il y en a qu'une seule. Ça m'aidait pas en fait à remettre un peu ça au centre, alors qu'en vrai, je trouve ça quand même essentiel, mine de rien. J'aurais voulu savoir aussi que ça servait à rien de vouloir tout maîtriser dans ce métier, tout maîtriser et tout faire d'ailleurs, parce que ce métier il est ultra riche et il est en constante évolution, mais vraiment riche, et puis en évolution, j'imagine que tu l'as remarqué. Je suis dans le domaine depuis 2015 et il y a des choses que j'ai jamais faites. J'ai jamais eu l'opportunité, j'ai jamais eu l'occasion, voilà, ça s'est pas présenté. Il y a des choses que oui, j'ai faites, mais en fait, j'ai pas tout fait. Et en fait, j'ai pas du tout l'impression d'être là depuis 2015. Il y a plein de choses. Je suis sûre qu'on me proposerait un projet sur quelque chose que j'ai pas fait. Typiquement, moi, je n'ai pas fait de réalité virtuelle ou de réalité augmentée en termes de projet. Donc en fait, je serais pas du tout à l'aise aujourd'hui pour faire ça. En tout cas, enfin, pas ultra confiante en tout cas, pour pouvoir le faire. Et pourtant, le temps est passé. Mais en fait, le nombre d'années d'expérience ne veut pas dire grand-chose pour le coup en termes de maîtrise totale du métier. Hein. Je veux dire, évidemment qu'on a le temps de faire plein de choses, mais en fait, ça veut pas forcément dire qu'on a l'occasion de tout faire. Moi, je me suis mise une pression quand même assez importante sur le début pour être très très bonne dans ce métier, mais en fait, j'ai dû lâcher prise au bout d'un moment parce qu'en fait, pour moi en tout cas, c'est pas possible. J'aurais bien voulu savoir aussi que les échanges avec les experts métiers seraient pas toujours idéaux, parce qu'au début, encore une fois, je pensais peut-être naïvement que les experts métiers, du coup, seraient hyper ouverts aux échanges et hyper motivés, du coup, dans ce processus de formation, mais non, en fait, c'est surtout moi qui étais motivée dedans, et puis le commanditaire. Mais en fait, ouais, des fois, il y a des moments où ça a pu être plus compliqué avec certains experts. Quand ils sont pas investis, j'imagine que tu l'as déjà vécu, c'est pas forcément simple. J'aurais voulu savoir aussi que personne n'avait le même vocabulaire dans ce domaine. Donc je vois des fois il y a des lexiques qui passent où les gens se mettent un petit peu, enfin essaient un petit peu de se mettre d'accord. Mais au final, on en parlait il y a pas longtemps dans la TLD, il faut vraiment faire attention à ce que la personne en face met derrière un mot, pour pas avoir des soucis derrière. Voilà, des incompréhensions qui rendent le projet plus compliqué ou qui font perdre du temps. Vraiment toujours vérifier ça, parce que justement on n'a pas de vocabulaire commun, enfin, avec la même définition, parce que le vocabulaire commun, on va dire qu'on peut l'avoir dans notre secteur, mais en tout cas, avec la même définition derrière. Ensuite, j'aurais bien voulu savoir qu'il faudrait faire de la politique dans ce domaine bien souvent. J'avais pas forcément en tête que la formation inclurait de faire de la politique, mais quand j'étais en entreprise, c'était quand même pas mal le cas. Et moi, je suis pas très très fan de la politique, enfin de faire en tout cas de la politique quand je travaille. Donc du coup, ouais, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu savoir en amont, m'y préparer un petit peu. Et aussi, je lui ajoutais, parce que j'avais oublié de lui dire, que je trouve qu'on est dans un domaine qui est très noble, parce que on a envie d'aider les gens, on a envie, de les aider à apprendre, de contribuer à leur développement personnel souvent, parce que quand je vous pose la question, quand je vous parle sur LinkedIn, je me rends compte que ça c'est quelque chose qu'on a en commun, de vouloir participer au développement personnel des autres. Et donc je me suis dit que logiquement les gens étaient gentils dans le secteur. Et voilà, je m'étais fait certainement un film, hein, mais voilà, et en fait, c'est pas forcément le cas de toutes les personnes du secteur. C'est pas parce qu'on travaille dans la formation qu'on est forcément bienveillant. Et donc voilà, bon, c'est quelque chose que j'ai expérimenté du coup au fil du temps, et maintenant voilà, je suis au fait de ça, mais j'aurais bien voulu aussi qu'on me le dise, enfin voilà. Mais bon, après, si tu me suis sur le podcast, tu sais que moi je suis quelqu'un qui expérimente beaucoup et qui se prend beaucoup de murs pour comprendre les choses, donc c'est pas grave. Mais voilà, enfin j'ai trouvé la question quand même hyper intéressante, du coup sur ce que j'aurais voulu savoir avant de me lancer pour le coup. Ça m'aurait pas forcément fait changer d'avis, non, ça m'étonnerait d'ailleurs, mais voilà, juste le savoir pour l'avoir en toile de fond. Donc voilà, donc je tenais à te partager. En fait, ça prend un peu plus de temps que ce que je pensais, mais je tenais à te partager quand même mes réponses à ces questions, parce que peut-être que tu te les poses, peut-être que tu connais quelqu'un qui se les pose, donc n'hésite pas à lui partager si jamais la personne se les pose. Et voilà, je pensais que ça pourrait être utile, et j'espère que ça l'a été. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain épisode.